quoi là? C'est quoi ce qu'on peut mettre aujourd'hui au crédit de cette alliance? C'est du point de vue militaire, vous dites, vous combattez ensemble. Est-ce que du point de vue économique, vous avez le moyen de vous en sortir aujourd'hui? Est-ce que se construit quelque chose de costaud? Je commence par la monnaie. La monnaie, le CFA, et la monnaie utilisée dans ces États-là, qui dénoncent ce CFA depuis longtemps. Est-ce que vous avez fait des démarches pour évoluer au moins vers quelque chose qui puisse apporter une nouvelle monnaie à l'AES? Je sais qu'il y a eu le drapeau, il y a eu l'hymne, etc. Dans le domaine économique, est-ce que vous avancez? Alain Foucault, nous avançons sur le... Je pense que le frère veut certainement... Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans le développement, nous avons des réalisations. Nous avons d'abord une banque qui va naître d'ici octobre. Des directives très claires ont été données par nos chefs d'État. Une banque de l'AES. De l'AES, une banque de développement qui sera... D'investissement. Une banque d'investissement à 100% AES et qui sera dédiée à la mise en valeur des ressources naturelles de nos pays. On ne veut pas c'est des capitaux AES, ça c'est un. Deuxièmement c'est cette banque, nous avons transformé l'ALG, qui est l'autorité de l'Iptako-Gourma, qui est l'ancêtre de la Confédération, nous l'avons transformé en organe d'exécution. Et un travail qui est en train d'être fait, des projets sont là, des projets sur lesquels on nous a fait dormir depuis plus de 60 ans, parce que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui la situation de nos pays. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'électricité. Aujourd'hui, quand il y a eu le 26 juillet, chez nous, 70% de l'électricité nous venait du Nigeria. Aujourd'hui, on est à 100% autonome. Au moment où je vous parle, il n'y a pas un seul kilowatt qui vient du Nigeria. À l'heure où je parle, il n'y a pas un seul kilowatt qui vient du Nigeria. Et à Niamey, il n'y a pratiquement pas de coupure. Quand j'ai quitté Niamey avant-hier, on était à 97. On ne va pas dire totalement ça, monsieur le ministre. Il y a quand même pas mal de coupures encore à Niamey. Non, ça veut dire que quand ça a commencé, c'était des pylônes. Bon, on nous a dit que c'était des pylônes qui étaient vieux. En fait, elles ont été sabotées. Nous avons mis nos moyens. On a envoyé une équipe qui a soutenu le Nigeria pour remettre ça, pour les remettre. Le jour où on les a remis sur pied, trois autres ont cédé. Ah, c'est du sabotage alors. Voilà. Et au fur et à mesure, nous, on avait accéléré. On avait des dispositifs qui étaient là. Il y a le P5 qui était de 20 mégawatts. On a accéléré la mise en service. On a injecté, on a déconnecté Dosso pour la rendre autonome avec des groupes que nous avons acquis. Donc la production d'électricité que Niamey donnait à Dosso, on l'a réinjecté pour Niamey. Et je vous assure, aujourd'hui, il y a des coupures, c'est vrai, parce que ce sont des groupes. Les groupes, c'est pas fait c'est fait pour dépanner, je veux dire. C'est pas fait pour fonctionner. Voilà. Il y a de temps en temps, il faut les arrêter pour faire des entretiens, pour faire la vidage, pour faire ceci. Quoique même les pays qui ne sont pas en guerre connaissent des coupures importantes d'électricité. Je crois que c'est l'une des graves maladies sur le continent, en réalité. Voilà. Donc, ce qui fait que tous ces projets-là, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de travailler sur les chemins de fer parce que c'est une injustice aujourd'hui de dire que le Niger, qui est un pays enclavé, n'a pas de chemin de fer. Si vous prenez les voies de communication entre nos pays... Justement, j'allais en parler, c'est-à-dire que le fait que, au-delà de la monnaie dont on parlait à l'instant, au-delà de la monnaie, il y a quand même le fait que, est-ce qu'on pense enfin à faire une vraie intégration de ces États-là? Parce que pour aller de Niamey à Bamako, c'est pas gagné, hein? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens pour qu'il y ait une vraie intégration, que les gens se rencontrent, qu'il y ait des échanges? Est-ce qu'on travaille dans ce sens, M. Diop? Oui, on n'a pas eu le temps de développer, mais comme on l'a dit, l'AES est sur 3 piliers, la sécurité, la diplomatie parler d'une seule voix, et le troisième, c'est le développement, aller vers des projets intégrateurs, les projets de route entre les 3 pays, les projets de chemin de fer, les projets d'énergie, comment renforcer la libre circulation. Et les ministres des Finances viennent de se réunir la semaine dernière. Des projets structurants ont été sur la table. Justement, la banque d'investissement est un des moyens de pouvoir financer nous-mêmes à l'intérieur de la communauté ces différents projets. Mais nous sommes conscients qu'il faut créer une économie entre les 3 pays et qui regorge d'ailleurs d'énormes ressources. D'abord notre population, mais aussi les ressources minières et minérales des 3 pays sont énormes. Il faut pouvoir les transformer pour que ceci bénéficie à nos populations dans le cadre de partenariats avec des bénéfices partagés.
Est-ce que c'est possible de mettre tout ça en œuvre lorsqu'on a une telle tension de trésorerie qui est absorbée essentiellement par les armements, l'achat des armes? Madame la ministre. Effectivement, on peut analyser la chose sous cet angle, mais je puis vous dire que c'est bien vrai que la priorité des priorités, c'est la lutte contre le terrorisme, mais parallèlement, des actions sont menées pour le développement de... Mais ça grève quand même assez sérieusement un budget où 20-25% est consacré à l'achat des armes. Mais il y a des solutions palliatives. Il y a des niches qu'on a trouvées. Il y a des efforts qui sont faits au niveau des populations, comme je le disais tantôt, le fonds de soutien patriotique. Vraiment, des solutions palliatives sont trouvées pour gérer la situation. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci particulier. On va parler de ça et puis on va parler dans la seconde partie, puisqu'on arrive au terme de cette première partie, de la coopération régionale. Parce qu'on a le sentiment, quand j'écoute régulièrement, que l'AES, il n'y a pas eu tant que ça de solidarité de la part des autres États. Hein. On n'a pas l'impression que les autres États africains se soient investis en disant c'est peut-être un exemple qu'on doit suivre qui va peut-être nous permettre d'atteindre notre souveraineté. Est-ce que je pêche quand je dis ça, Robert Ducet? Peut-être un peu, je dirais. Mais évidemment, comme Togolais, moi je dirais, et vous le saviez très bien, que la coopération entre le Togo et les pays de l'AES... Non, je dis hormis le Togo qui fait exception dans ce domaine-là, oui, puisque le Togo est celui qui a mouillé le maillot véritablement pour se mettre à leur côté. Mais je n'ai pas eu le sentiment que beaucoup d'autres États africains aient financé à un moment donné cet effort de guerre. Bon, peut-être que les collègues de l'AES vont le dire, ils sont mieux placés que moi, je n'en sais pas grand-chose. On en parle dans la seconde partie de ce magazine, puisque nous arrivons au terme de cette première partie. Nous parlons vrai. Le rendez-vous, la tribune d'Afromédia, qui s'est donné pour mission d'évoquer, de débattre sans tabou de toutes les convulsions de notre planète. On se retrouve donc dans quelques secondes pour la suite, la seconde partie de ce magazine, juste après une courte page de publicité. Je rappelle que si vous souhaitez vous aussi communiquer sur nos plateformes, prenez contact via le lien qui s'affiche. On se retrouve juste après ceci. À très vite. 1885-2025, 140 ans déjà que 14 puissances européennes et américaines décidaient de se partager l'Afrique pour leurs propres intérêts, en divisant des familles, en séparant des tribus, en opposant des voisins. 140 ans après, au-delà des jérémiades et des dénonciations, qu'avons-nous fait pour que cela ne recommence pas? Avouons-le, presque rien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de projet, pas d'objectif commun, pas de stratégie. Si chaque matin, vous sortez de chez vous sans destination, vous n'arriverez évidemment jamais nulle part. Chacun peut vous balloter, vous trimballer selon ses propres intérêts. C'est peut-être le moment de travailler à définir notre futur. C'est à cela que Mansa vous convie tous à Lomé du 26 au 28 juin 2025 pour repenser, transformer l'Afrique et inspirer le monde. Il faut arrêter d'attendre un Messie qui le fera à notre place. C'est à nous de nous en charger. Pour être de la partie sur place ou en ligne, inscrivez-vous sur notre site mansa.com. Ils ont choisi de renvoyer chez eux les armées françaises et européennes qui combattaient à leur côté sur leur territoire contre le terrorisme depuis une dizaine d'années. Faute de résultats positifs, ils leur ont demandé de partir malgré leur réticence. Ils ont accepté de braver les institutions sous-régionales et continentales qui les avaient exclus de leur rang après les coups d'État militaires qu'ils ont perpétrés dans leurs pays respectifs. CEDEAO, Union africaine, contre vents et marées, malgré les sanctions pour faire face aux multiples agressions extérieures, au terrorisme violent, téléguidé, qui menaçait jusqu'à l'existence même de leur pays, ils ont décidé de s'unir, de mutualiser leurs forces, de se mettre ensemble pour constituer une seule entité. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel. 20 mois après la naissance de l'AES, constituée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, quel bilan peut-on dresser de leur action? Où en est cette confédération qui d'un côté suscite des aigreurs d'estomac et de l'autre de l'enthousiasme dans le cœur de la jeunesse africaine qui y voit une étape dans la lutte pour la souveraineté et l'unité de l'Afrique? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de Parlons Vrai. La tribune d'Afromédia qui s'est donnée pour mission d'évoquer et de débattre sans tabou
de toutes les convulsions de notre planète. Plusieurs invités sur ce plateau. D'abord, M. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali. Second invité de ce plateau, M. Bakary Yahou Sangaré, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Niger. Notre troisième invité de ce plateau est Mme Stella Hélène Cabré, la ministre déléguée aux Affaires étrangères du Burkina Faso, chargée de la coopération régionale. Quatrième invité de ce plateau, de Parlons Vrai, le professeur Robert Ducé, le ministre des Affaires étrangères du Togo, qui organise en ce 2 juin 2025 à Lomé le 3e sommet de l'APA, l'Alliance politique africaine, qui est une ambitieuse plateforme d'une dizaine de pays dont l'objectif est de fédérer les nations africaines éprises des idéaux de panafricanisme. Voilà pour notre plateau. Alors, dans cette seconde partie, je souhaite que nous revenions sur un aspect avec lequel on a terminé la première partie, qui est l'aspect solidarité africaine. Autant la jeunesse a soutenu l'AES, autant on a le sentiment qu'en dehors de la jeunesse, les autres États étaient plutôt timides. Est-ce que vous, qui êtes de l'AES, avez reçu un soutien des États africains dans votre bataille? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des États qui vous appellent en vous disant « on met ceci à vos dispositions » ou pas? Abdoulaye Diop. Oui, on ne veut pas citer de noms pour ne pas nous créer plus d'ennemis, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des États de la région avec lesquels nous entretenons des relations amicales cordiales aujourd'hui. Même des États membres de la CEDEAO, la configuration géopolitique a changé. Il y a de nouveaux dirigeants qui sont venus, qui ont des approches plus réalistes. Ce n'est pas que le Togo seul, mais je crois que nous avons d'autres qui sont là. Le Ghana, par exemple. Nous n'attendons pas nécessairement des appuis matériels des X et Y, mais qu'on nous traite avec respect, qu'il y ait un engagement responsable. Mais comme vous l'avez dit, autant nous pouvons avoir des difficultés avec certains dirigeants de certains pays, au niveau des populations africaines, les causes que nous portons sont partagées par beaucoup de populations de ces pays qui s'identifient aussi aux difficultés que nous traversons. Et aujourd'hui, ces regains pour l'intégration de l'Afrique, la solidarité africaine, sont des éléments qui nous réconfortent grandement. Et je pense que nous ne nous attendons pas nécessairement à des appuis. D'ailleurs, l'Afrique, c'est connu. Quand des pays africains ont traversé des difficultés, on a toujours regardé ailleurs. La solidarité s'est rarement manifestée, où l'Afrique a toujours pensé que c'était à d'autres de s'occuper de ces problèmes-là. C'est vrai qu'on a souvent le sentiment qu'on attend que ce soit les autres qui viennent résoudre leurs problèmes, non, Robert Ducé? Oui, malheureusement, c'est ce qu'on attend, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est avec l'éveil des consciences de notre responsabilité en tant qu'Africains, que dès lors que nous avions un voisin, une voisine, un frère, une sœur, comme on le dit souvent en Afrique, en difficulté, il faut forcément le venir en aide. Et c'est d'ailleurs... Mais ça reste très théorique, parce que pour l'instant, on a le sentiment que chacun regarde un peu ses chaussures. Lorsque le moment arrive, personne ne réagit. Je n'ai pas le sentiment, je me trompe peut-être, d'avoir vu livrer des armes ou d'avoir apporté une contribution au Mali, au Niger ou au Burkina de la part des autres États, à part le Togo dont on parle. Aujourd'hui, il y a certains États qui commencent à rétablir une certaine diplomatie. On a vu le Premier ministre Sonko et le président Diomaye Faye du Sénégal. Mais on a le sentiment que ça s'arrête à des choses très légères. Monsieur le ministre. D'abord, moi, je voudrais dire que ce sentiment, cette solidarité, d'abord, si on prend du point de vue des Africains en général, plus individuellement, nous avons beaucoup de fonctionnaires internationaux qui travaillent dans les organisations internationales. Quand ils viennent, on les reçoit, ils nous disent en off que nous sommes de cœur avec ce que vous faites. Mais nous représentons des institutions au sein desquelles nous ne pouvons pas exprimer nos points de vue. Et ce sont des Africains. Et ça réconforte. Il y a beaucoup de responsables africains lors de nos rencontres. Même dans les pays, même, je vous dis, même les pays qui nous sont clairement hostiles, il y a des responsables, quand on les rencontre dans les forums, ils nous disent clairement, nous savons que ce que vous faites, c'est très louable. Nous savons pourquoi ça ne deviendrait pas officiel? Parce qu'ils ont peur. En fait, ils sont dans un système, et le système a une position officielle contre laquelle c'est comme moi aujourd'hui, si je suis dans un gouvernement, il y a une solidarité gouvernementale. S'il y a une action qui est prise, même si je ne suis pas d'accord, je suis obligé d'être solidaire. Donc, ce sont ces genres
de contraintes qui font qu'ils ne sortent pas clairement pour... Maintenant, si on revient au niveau des pays, nous, au niveau du Niger, à notre niveau, en tout cas, nous avons reçu des soutiens. Je ne vais pas citer peut-être le pays, mais il y a une centrale qui a été construite gratuitement, qui a été mise à notre disposition. Et c'était suite à une démarche que nous avons entreprise au niveau de ce pays. On n'avait pas demandé... on était parti vers ce pays-là. On avait 3 demandes. On est revenu avec 4 solutions. Pourquoi vous ne citez pas le pays? Qu'est-ce qui fait qu'on cite le Maroc. Je peux le dire. Voilà, le Maroc, moi j'étais parti, même dernièrement, on a été reçu par le roi. Est-ce que, le Maroc ne joue pas le contrepoids de l'Algérie du fait de leur, on va dire, opposition quasi séculaire? Nous, ce qu'on retient, c'est que le Maroc, c'est un pays qui porte l'Afrique et le Sahel en particulier dans son cœur. Le roi. Et il a été au Niger, il ne s'est pas arrêté à Niamey. Il est parti à l'intérieur. Et ce n'est pas la première fois que le roi manifeste, que Dieu le garde, manifeste sa solidarité, sa compassion. Ça n'a rien à voir avec l'opposition avec l'Algérie pour vous? Non. À mon avis, non. Puisque de tout le temps, ça a toujours été comme ça, le sentiment que le roi nourrit vers le Niger. Quand nous sommes... Moi, j'étais parti pour une réunion qui n'avait rien à voir avec le Maroc, mais qui était abrité, qui était organisée à Marrakech. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a demandé à me voir. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. On avait 3 demandes. Le Maroc nous a offert 4 solutions. Finalement, c'est un pays du Maghreb, voisin, c'est un pays du Maghreb qui vous aide, mais quand on regarde au sud du Sahara, en dehors du Togo dont on a parlé, les autres ont l'air d'avoir tourné le regard. Oui, parce que, en fait, vous savez, c'est, à mon avis... Peut-être qu'il faut qu'on se parle vrai, parce que... À mon avis, il y a deux raisons. La première, pour certains, c'est la logique de la CEDEAO. Ils sont dans la CEDEAO, voilà son point de vue. Il faut rester fidèle aux positions de la CEDEAO. Et certains, ce sont les injections de la France, il ne faut pas se le cacher. Parce qu'il y en a qui ne sont pas dans la CEDEAO, qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien fait parce qu'il y a des injections françaises, il y a des injections américaines. Quand je parle d'Amérique, là je parle de l'ancienne administration. La nouvelle administration, nous n'avons pas encore eu le temps de vraiment juger de ce qu'elle fera pour nous, de ce qu'elle fera pour la... Mais l'ancienne administration, je peux clairement le dire qu'elle est hostile, elle joue le jeu de la France. C'est ce qui nous a poussé d'ailleurs à demander le départ. Mais il s'est passé quand même du temps. Il s'est passé quelques années depuis cette histoire. Les relations se sont améliorées avec certains pays du Nord ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, en dehors de... On va dire... Encore qu'on ne le classe pas dans le même bloc, est-ce qu'en dehors de la Russie avec qui vous avez des relations, il y a des pays d'Europe, il y a des pays d'Amérique avec qui vous avez de nouveau des relations qui soient à peu près correctes? Aujourd'hui, naturellement, la configuration change, il y a plus de réalisme. Il y a une dizaine de jours, j'étais à Berlin, on a eu les échanges avec notre homologue, avec beaucoup de responsables, y compris le secteur privé qui a exprimé une volonté de travailler avec nos pays. Ça, c'est une avancée, Mais c'est une avancée, mais l'Allemagne n'est pas seule. Aujourd'hui, les uns et les autres viennent à un réalisme, l'Italie, l'Espagne, d'autres pays viennent et travailler sur la base des principes que nous avons établis. Et je pense que ce ne sont pas aussi les seuls. Vous avez le sentiment que ça se fissure, ce grand bloc européen qui condamnait de façon globale. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que, en raison de la géopolitique, chacun se dit, je vais y aller à nouveau. Je crois que la France voulait européaniser son problème avec le Sahel. Elle a réussi à un moment, mais c'est fini ça. Nous, par exemple, au Niger, on a repris l'ensemble de notre coopération. Même avec l'Union européenne, on a repris. Nous sommes dans des processus de relancement de la plupart des projets qui Vraiment ? Oui. Même la semaine passée, je vous dis qu'on attend bientôt une délégation de l'Union européenne qui va venir. Nous avons repris notre coopération avec l'Allemagne, nous avons repris notre coopération avec l'Italie, l'Espagne, la Suisse qui n'a jamais arrêté sa coopération. Tous ces pays-là, il n'y a que la France. Aujourd'hui, moi, je vous dis qu'en ce qui concerne le Niger, il n'y a que la France qui continue à rester... À bouder. À bouder, voilà. C'est également la même situation.
Et au niveau des relations bilatérales, nous n'avons pas de problème particulier avec les autres pays. Et la dernière fois, on a reçu même une mission de l'Union européenne, le représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, comme si de rien n'était, on repart, on retravaille ensemble. Oui, sur des projets bien précis, des projets bien concrets. Et le discours a un peu changé. Ils sont là pour nous accompagner, mais pas pour nous imposer leurs lois. Pas pour vous aider, comme il disait. Voilà. Et là, c'est vraiment un partenariat bénéfique à tous. Et pour revenir un peu au pays de l'Afrique, moi, je parle du côté de la coopération. Certains pays de l'Afrique, notamment, bon, je ne vais pas citer le nom, nous ont approchés, ont effectué des missions, des visites officielles, nous ont proposé des partenariats du côté militaire pour intensifier cette coopération et tout. Et nous sommes en train d'étudier le dossier pour voir, d'examiner le dossier pour voir. Donc, c'est pour dire que nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas abandonnés. C'est finalement la France qui est la seule perdante dans le coin, qui finalement est celle qui est mise dehors, si je comprends bien. Parce que si vous avez repris la coopération, il n'y a que Paris, finalement, qui n'est pas dans le jeu. Oui, il n'y a que Paris qui n'est pas dans le jeu. Parce que Paris espère pouvoir renverser la situation. Elle essaie de convaincre. Par exemple, pour le cas du Niger, jusqu'ici, notre ambassadeur en France est celle que le gouvernement français reconnaît. Elle occupe encore de façon illégale notre résidence. Elle a pris en otage nos véhicules. Et tout ça parce que la France fait comprendre que la situation va changer, elle va renverser le régime. C'est un feu de paille, ça va pas perdurer. Je ne sais pas comment ils vont faire. Et c'est que sûr, nous, rien ne nous surprendra du côté français. Ce qui nous surprendrait aujourd'hui, ce serait de reprendre la coopération avec la France. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de sincérité dedans. Aujourd'hui, la France sont seuls. Mais certains vous disent que c'est une question de survie. Il faut comprendre. Pour la France, c'est une question de survie. Et avec le Bénin, la France ne peut pas garder sa place sur l'échiquier international sans nos pays. Et avec le voisin béninois? Avec le voisin béninois, nous avons, récemment, je devais recevoir mon frère, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, mais il y a eu des contretemps. C'est lui qui a demandé que ça soit décalé. Mais les relations se sont apaisées ou pas? Les relations se sont apaisées, bien sûr, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'avons pas de problème avec le peuple béninois. Nous avons des problèmes avec l'exécutif béninois. Avec le président Talon. Voilà. Parce que nous avons la certitude, nous avons les preuves que les Français sont au Bénin. La dernière attaque qu'il y a eu, les armes qui ont été... Sur le fleuve? Non, pas sur le fleuve, au Bénin. Au Bénin. Où il y a eu, voilà. Ah oui, au Bénin. Voilà. Mais allez-y voir dans cette zone-là qui il est maintenant. Allez-y vérifier qui est dans cette zone. Donc, ce qui fait que c'est deux discours. C'est-à-dire qu'il y a un discours où on montre aux gens que le méchant, c'est l'autre. Il ne veut pas parler, ils sont renfermés, voilà. Et un discours de l'autre, quand vous regardez, on voit tout ce que ces pays-là font pour faciliter la tâche aux Français. Moi, je ne dis pas aux terroristes, bien que c'est lié. Mais c'est aux Français, ce sont des injonctions françaises. Ce sont des injonctions et nous avons des preuves. Ce ne sont pas que des paroles. Nous avons des preuves. Mais souvent on reproche, lorsqu'on dit nous avons des preuves, on ne les voit pas. Est-ce que ce n'est pas plus simple de montrer les preuves à tout le monde, de les diffuser pour que chacun voit que c'est une vérité? Mais c'est que notre président a dit, avant-hier, je vous dis que le président a parlé 3 heures. Il a donné des preuves, il a donné avec des précisions des noms des gens, des Français qui sont impliqués, d'autres nationalités africaines qui sont impliquées, le type d'armes, des précisions sur tout ce qu'il a avancé. Ce ne sont pas que de dire. Donc c'est suffisamment de preuves. Alors, on sait qu'un pays, c'est des échanges avec ses voisins, c'est des échanges avec l'international, etc., etc. Est-ce qu'un pays peut vivre en autarcie? Parce que là, finalement, ce n'est pas évident, ce que vous vivez. Mais qu'est-ce que vous appelez autarcie? On n'a pas dit qu'on est en autarcie. On est dans un espace où il y a des problèmes politiques avec certains dirigeants de la région. On est sortis, on s'organise entre nous. On peut établir des relations de collaboration, de facilitation des échanges avec les autres pays. La porte n'a pas été fermée à ça. Et aussi,
Il faut reconnaître que ce n'est pas une question d'autarcie, il y a une interdépendance de nos pays. Ce n'est pas que nos pays dépendent des pays côtiers, mais on est interdépendants. Donc on va travailler dans le sens des intérêts mutuels. Je pense que personne ne nous fera de cadeaux non plus. Donc ils ont autant besoin de nous qu'on a besoin d'eux. Donc c'est cette réalité qui s'impose à nous pour qu'on puisse travailler. Il y a des pays comme le Togo qui n'a jamais fermé ses ports, ses infrastructures à nos pays, qui a maintenu des échanges avec lesquels nous comptons. La situation n'est pas un peu doublée, la difficulté n'est pas doublée par le fait que vous êtes des pays de l'Interland, vous n'avez pas accès à la mer et que finalement la seule mer qui vous est offerte, c'est celle du Togo. Mais la Suisse est un pays enclavé. Je pense que ce n'est pas une condamnation à mort. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans nos pays, tous les ports autonomes ont des représentants dans nos pays. C'est eux qui sont en compétition. Ces pays se sont endettés pour mettre des infrastructures dans leurs ports sur la base de nos marchés. Donc moi, je crois que la réalité économique prévaudra. Nous ne demandons de la charité à personne. Voilà. S'il y a des intérêts communs, nous allons travailler ensemble parce qu'il y a des systèmes économiques et commerciaux qui se sont mis en place qui vont nous obliger à travailler parce que chacun a un intérêt dedans. Nous produisons des choses qui les intéressent. Eux, ils ont des facilités qui nous intéressent. On va travailler dans le sens de l'intérêt mutuel. Le problème se situe à des niveaux politiques. Mais nous espérons que le système économique, d'ailleurs progressivement, plusieurs pays viennent. Le Ghana était chez nous récemment, on a discuté pour eux, CEDEAO ou hors CEDEAO, il n'y aura pas de changement. La Guinée, la même chose, le Sénégal. Donc, je pense que surtout que la Guinée est quand même toujours restée ouverte par rapport au Mali. Et le Sénégal aussi. Le Sénégal aussi. Plusieurs pays. Donc l'autarcie dont vous parlez, c'est dans l'esprit. Oui. Et l'autarcie dont vous parlez, moi je pense que sortir de la CEDEAO, ce n'est pas de l'autarcie, c'est plutôt une affirmation de notre souveraineté. C'est quand même un courage de le faire, d'oser, de sortir de la CEDEAO et dire que nous voulons essayer autre chose. C'est plutôt une affirmation de notre souveraineté. Et puis quand on parle de l'Interland, on n'ira pas très loin jusqu'en Europe pour chercher. L'Éthiopie fait partie même des BRICS. C'est un pays enclavé. Ça n'a pas empêché à ce pays-là de se développer. Moi, je pense que c'est quelque chose que les gens ont toujours considéré comme un handicap, mais que nous allons essayer de transformer en avantage. Je ne vais pas revenir sur ce que Diop a dit. La compétition, c'est de l'autre côté, ce n'est pas de notre côté. Donc, on va le faire, on va tout faire pour que ce handicap-là soit plutôt transformé en avantage. Robert Dussé, quand on regarde ça, vous êtes en bord de mer, vous avez une ouverture sur la mer. Est-ce que l'ensemble de ces pays dont on parle, ceux de la CEDEAO avec lesquels vous êtes, pensent comme ils le disent, c'est-à-dire que eux, c'est une clientèle, c'est un marché qu'ils doivent conquérir. Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment de dire ils sont enclavés, nous sommes au-dessus, ils ont besoin de nous? Non, pas du tout. On n'a jamais eu cette intention. D'abord, l'intention première, hein, la décision du Togo de garder le dialogue avec les pays de l'AES, c'est d'abord une décision politique. C'est une décision du président Faure Gnassingbé de discuter avec les pays. Donc, c'est une posture politique et qui, dans les faits aujourd'hui, nous permet de travailler avec nos frères et sœurs de l'AES et de voir que sur un plan économique, il y a aussi un gain dans ce sens-là. Donc, de la décision politique, évidemment, il y a des intérêts économiques et financiers. Nous avions un port, le port autonome de Lomé, est le seul port non profond naturel, de tout le golfe de Guinée d'ailleurs, je dis le port non profond naturel. Et avec un port pareil, nous avions des infrastructures, nous pouvions laisser ce port ouvert pour desservir les pays, nous le faisons. Donc là, c'est le domaine économique, il y a des prestataires, il y a des sociétés qui travaillent dans le port, dans chacun dans tous les pays, donc ils font du business. Donc il n'y a absolument pas de problème là-dessus. On ne se sent pas au-dessus, il n'y a jamais eu du côté togolais, non, il n'y a jamais eu du côté togolais un sentiment de supériorité de quoi que ce soit, mais il y a un esprit réel de solidarité qui a d'abord une origine politique et qui naturellement, parce que on ne peut pas vivre sans économie, l'économie fait partie de notre quotidien, l'économie suit ce mouvement. Alors pour nous,